Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous parlons à nouveau du Bénin, le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest qui traverse une crise politique profonde. La semaine dernière, pour comprendre les raisons de cette crise que certains attribuent à un recul démocratique, nous avions reçu sur ce plateau un partisan du président Patrice Talon. Ce soir, dans un souci d'équilibre, nous recevons un membre de l'opposition béninoise. Erika Deschamps, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Paraiso. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que membre de l'opposition béninoise, on m'a dit que vous faisiez aussi vous étiez membre d'un collectif qui s'appelle le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, c'est ça, hein? Absolument. Présentez-nous ce collectif. Alors, ce collectif est né en fait d'une ambition commune aujourd'hui de ne pas laisser chanceler le Bénin face à la gouvernance du président Patrice Talon depuis le 6 avril 2016 où il a pris les rênes du pays. Ce collectif est constitué à la fois de représentation des partis politiques au Bénin en France, mais également des leaders de l'opposition et de simples sympathisants aujourd'hui qui veulent en fait s'opposer à l'autocratie de la gouvernance du président Patrice Talon. Vous êtes les nouvelles télécommandes de Paris. Nous ne sommes pas les télécommandes de Paris, nous sommes les vigies de la démocratie béninoise en France et à l'étranger. C'est pour ça que nous ne devons pas baisser les bras face à ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Et le SOS, surtout de nos compatriotes qui sont au Bénin, qui ont besoin d'un autre souffle. Il ne faut pas occulter le fait que depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, la presse et les médias en général, dans leur entièreté, sont à la solde du pouvoir et ne partagent pas les informations de l'opposition. Donc, pour éviter cette caporalisation de l'espace médiatique et aussi de la société civile, tout simplement, nous sommes décidés, nous sommes constitués afin justement de relayer la voix des Béninois. Et en tant que Béninois de l'étranger, Béninois de la diaspora, nous avons voulu aussi faire porter ce message-là de nos parents qui souffrent au pays. Vous parliez de presse muselée, ça a toujours été le cas, c'est pas une invention de Patrice Talon, forcément. Ça. Alors, il faut dire que ça a pris des proportions qui sont assez inquiétantes. Il suffit juste de voir le classement de Reporters sans frontières depuis l'arrivée de Patrice Talon à aujourd'hui. Le Bénin a dégringolé, en tout cas, dans le classement de Reporters sans frontières. Ce n'est pas un fait isolé, tout simplement, parce que pas plus tard qu'il y a à peine un mois, il y a un député, un journaliste qui a été, je vais dire, kidnappé à son domicile, tout simplement parce qu'il a partagé sur les réseaux sociaux une information qui, relativement, somme toute, était juste, mais puisque le pouvoir ne voulait pas, justement, que cette information soit relayée à une grande échelle et surtout analysée par un journaliste, mais malheureusement, ce journaliste-là, il a été mis, je vais dire, au chaud pendant 2-3 jours avant qu'il soit libéré. Les atteintes, en tout cas, aux libertés aujourd'hui se sont amplifiées avec la gouvernance de Patrice Talon, qui progressivement commence à museler l'espace à la fois médiatique, mais aussi l'espace des libertés individuelles. Il ne faut pas occulter que quand il est arrivé au pouvoir, les toutes premières mesures qu'il a prises, c'était justement d'interdire les manifestations sur le campus. Ce qui est quand même un peu étonnant parce que ce sont ces étudiants-là qui ont été le porte-voix de sa campagne durant les élections de 2016. Mais interdire les manifestations sur un campus universitaire, c'est quelque chose de très normal. On ne vient pas à l'université pour manifester, on vient pour y étudier. Bien évidemment, on vient pour étudier, mais il faut aussi reconnaître que la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration africaine des droits de l'homme, garantit quand même la liberté d'association. On ne peut pas empêcher des étudiants qui décident de se mettre ensemble de pouvoir se réunir au sein du campus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir veuille assurer la sécurité des citoyens, c'est totalement légitime. Mais interdire les manifestations, c'est contraire en tout cas à l'universalité aujourd'hui du principe d'association. C'est ça le problème aujourd'hui qu'on déplore avec la gouvernance de Patrice Talon. Les libertés aujourd'hui se sont de plus en plus raidies avec ce régime. Quand on parle de sauvegarde de la démocratie, ça veut dire que la démocratie est peut-être en danger, c'est ça? Ah oui, absolument. Ce n'est plus un secret de polichinelle aujourd'hui que la démocratie béninoise est en danger. Il suffit juste de voir aujourd'hui comment les personnes sont arrêtées dans l'espace. Il y a des personnes qui sont arrêtées en pleine rue, à leur domicile, sans même avoir une convocation préalable. C'est malheureusement ce qu'on observe aujourd'hui. Mais il faut aussi avouer que... Si vous êtes arrêté en flagrant délit, c'est normal qu'on vous arrête en pleine rue. Mais le flagrant délit s'apprécie au moment de la commission des actes, pas
après de manière détachée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne suffit pas de dire qu'on arrête les gens parce qu'ils portent atteinte à la sûreté de l'État. Il faut encore le prouver. Malheureusement, aujourd'hui... Qui en a arrêté comme ça? Je prends par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées. Je prends le jeune Arandessi, qui est un jeune étudiant, leader étudiant, qui prend des positions tranchées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a fait l'objet d'arrestations. On ne sait même pas où est-ce qu'il est détenu, à l'insu de sa famille. Qu'est-ce qui lui est reproché? On ne sait pas, justement. Malheureusement, aujourd'hui, la détention préventive est devenue, de nos jours, la règle et la liberté, l'exception au Bénin. Vous n'êtes pas en train de noircir un peu le tableau pour décrédibiliser encore un peu plus le pouvoir en place. J'ai reçu ici un partisan donc, du président Talon qui m'expliquait que les rares opposants que vous êtes devenus, vous aviez élu domicile sur les réseaux sociaux pour essayer de salir encore un peu plus l'image de votre pays. Mais c'est assez paradoxal quand même, ces soutiens du président, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un espace de liberté, un espace de démocratie. Et cet espace-là, justement, puisque le président Patrice Talon, il ne supporte pas la contradiction, il a fait couper le jour des élections, le 28 avril dernier, les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement... Vous ne pouvez pas dire que le président a fait couper... Écoutez, sinon, comment comprendre que les réseaux sociaux ont été coupés spécialement le jour des élections? Vous savez, les opérateurs économiques, ils n'ont aucun intérêt à mettre un terme aux réseaux sociaux le jour des élections, ou même tout simplement Internet, parce que ça leur apporte de l'argent. Mais alors, quand on assiste à des coupures d'Internet... C'est peut-être une panne géante. Mais ce n'est pas une panne géante, puisque c'est uniquement au Bénin, exclusivement au Bénin que c'est ça. Donc le Bénin n'est pas un îlot aujourd'hui sur Internet pour que la panne soit circonscrite, spécialement le jour des élections. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que toute la communauté Internet et même internationale s'est émue de cette situation-là, parce que depuis 30 ans quand même, nous avons l'expérience des élections au Bénin. Nous n'avons jamais connu ce qui s'est passé le 28 avril dernier. Vous parlez des législatives. Les élections législatives, pour ceux qui nous suivent. Les élections législatives de 2019 se sont passées dans un climat qui était méconnu du Bénin. Oui, mais à cause de l'opposition et de la radicalisation de l'opposition. Mais l'opposition ne s'est pas radicalisée, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui s'est radicalisé. Bien avant les élections, il y a eu plusieurs médiations, en tout cas, vers le président Patrice Talon. À la fois la médiation du président Boiry, qui est président en exercice de la communauté économique de la CEDEAO, d'accord, la médiation de l'Organisation internationale de la francophonie, la médiation de l'ONU, mais toutes ces médiations-là, elles ont rencontré à la fois les membres de l'opposition comme ceux du pouvoir, ainsi que le chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas été ouvert au dialogue à ce moment-là. Malheureusement, c'est après que les élections se sont passées dans le climat que vous savez aujourd'hui, avec un taux d'abstention record qu'on n'avait jamais connu au Bénin, où nous avons assisté à des Béninois qui se sont complètement désolidarisés aujourd'hui de la gouvernance. Il faut l'avouer. Il ne faut plus avoir honte de se cacher derrière les mots. C'est un référendum anti-gouvernance de Patrice Talon. Et ce référendum, il dit quoi? Puisqu'il y a maintenant une assemblée nouvelle qui vient de s'installer, 83 députés, ils ont élu un bureau, et tout fonctionne. Je ne comprends pas très bien quand vous dites que la démocratie serait en danger dans votre pays, alors que vous venez d'assister à une élection législative dans les règles de l'art, même si le taux de participation n'est pas si énorme que cela. On ne peut pas parler de... On peut certes parler de légalité, mais pas de légitimité. Ce n'est pas parce qu'il y a 22% et 22%, 27 dit la Cour constitutionnelle, sans avoir jamais donné des détails de la composition de ces 27%. Aujourd'hui, il y a eu des votes de personnes, des votes blancs qui ont été comptabilisés aujourd'hui comme des suffrages exprimés, ce qui n'est pas le cas. Vous travaillez à la Sénat, vous? On n'a pas besoin de travailler à la Sénat pour avoir les chiffres. Nous connaissons tous les chiffres aujourd'hui qui ont été compilés. Puisque ces chiffres-là, il y a une décorrélation de l'ordre de 4 points, puisque la Sénat a annoncé 23%. Un taux de participation de 22%, de 23%, pour être un peu plus large. Et la Cour constitutionnelle, qui est l'organe de supervision, annonce un chiffre de 27%. L'écart, il est suffisamment important pour qu'on se demande, en tout cas, d'où viennent ces 4 points. Mais le problème n'est pas là. La légitimité aujourd'hui de cette Assemblée nationale, elle est remise en cause. Pourquoi? Parce qu'il faut l'avouer, sur une population de 4 millions de votants, il y a à peine 27%, donc un quart. Vous imaginez qu'un quart représente aujourd'hui, en matière
d'assemblée législative l'intégralité des Béninois. Je vais vous donner une explication du pouvoir. Je vais encore vous apporter une petite précision, si vous permettez. Allez-y rapidement. Je vais vous apporter une petite précision encore. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a des députés qui n'ont même pas pu voter et qui sont élus, tout simplement par le jeu du pouvoir, parce que ce ne sont pas des députés qui ont été élus, ils ont été nommés. Comment ça, ils n'ont pas pu voter? Mais ils n'ont pas pu voter tout simplement pour diverses raisons. Parce qu'au nord du Bénin, il y a eu des saccages, il y a eu des urnes qui ont été... Il y avait un certain nombre d'événements. L'instrumentalisation de quelques délinquants à Candy pour détruire les urnes. Oui. Vous avez appelé les délinquants. Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne parlerai pas de délinquants. C'est le pouvoir qui le dit. Oui, le pouvoir, il est dans sa légitimité de traiter des citoyens de délinquants. Oui. Mais moi, je les vois comme des citoyens qui ont voulu désapprouver une gouvernance. Est-il normal qu'on aille brûler des urnes, des isoloirs et terroriser une population, les empêcher de sortir? Je n'ai jamais fait l'apologie de la violence. Oui. Bien au contraire, en tant que démocrate, je suis totalement fondé à dire que nous devons trouver des solutions pacifiques à la crise aujourd'hui. Mais il faut avouer qu'il y a eu des prémices quand même avant ce genre de situation. Pendant longtemps, depuis le mois de février, l'opposition a martelé qu'ils veulent coûte que coûte aller aux élections, malgré qu'ils aient été écartés par des artifices qui n'ont même pas d'existence légale. Je vais parler du certificat de conformité. Ce certificat de conformité a été une pièce inventée ex nihilo par la Cour constitutionnelle à 3 semaines du dépôt des candidatures. Oui. Vous comprenez qu'aujourd'hui, même après la date de dépôt, les partis politiques de l'opposition n'ont toujours pas obtenu ce certificat de conformité qui détient, dont le pouvoir, le gouvernement, pour être plus précis, et notamment le ministre de l'Intérieur, ont fait mes bases sur ce certificat de conformité. Comment se fait-il que le bloc républicain, c'est ça, et l'Union progressiste, donc les deux blocs majeurs qui soutiennent l'action du gouvernement, aient pu obtenir ces documents et les partis de l'opposition se soient arrangés pour ne pas l'obtenir? Mais c'est très simple, c'est le fait du prince. Vous savez, il faut peut-être préciser à nos téléspectateurs que le ministre de l'Intérieur, il est candidat lui aussi. Il appartient au... Il n'a jamais démissionné. Il a toujours été à la tête, il occupait un poste exécutif au sein de son parti, mais en même temps, c'est lui qui validait les certificats de conformité des différents candidats. Comment on peut être juge et parti au cours d'une élection et vous voulez que les opposants puissent obtenir leur certificat de conformité? Et il n'y a pas que ça. J'ai parlé du certificat de conformité, mais il faut aussi parler du quitus fiscal. Ça a été aussi un outil pour empêcher l'opposition de participer. Alors, ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'au niveau de la Sénat, c'est-à-dire la Commission électorale nationale autonome, ils ont reconnu que les deux partis du pouvoir avaient commis des fautes mineures. Alors, la loi, elle est claire, elle ne précise pas une faute mineure ou une faute majeure. Elle précise une faute a besoin d'être sanctionné. Malheureusement, il y a eu un parti pris institutionnel, justement, dans la validation des différentes listes aux élections législatives passées. 3 semaines, donc, après ces législatives et les malheureux événements qui ont suivi le 1er, le 2 mai dernier et qui ont d'ailleurs coûté la vie à un certain nombre de vos compatriotes, le président de la République de votre pays, Patrice Talon, a donc pris finalement la parole devant le peuple béninois pour leur parler pendant une douzaine de minutes à la télévision nationale et sur certains médias. Et vous l'avez suivi d'ailleurs? Je l'ai suivi, je l'ai entendu, sans pour autant comprendre le message qu'il a voulu faire passer, parce que ce n'était pas un message pour moi. Son message était clair. Mais son message était clair, mais son message n'était pas pour les Béninois. Déjà, quand on a une certaine compassion, d'accord, il y a une certaine retenue dans les propos. Mais le message du chef de l'État, il est arrivé quand? 3 semaines. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un message hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il y a les corps de ces personnes-là qui sont tombés sous les balles des soldats béninois qui n'ont pas été restitués à leur famille pour faire le deuil. Vous comprenez que Où sont ces corps? On ne sait pas aujourd'hui. Ils sont aux mains du pouvoir, puisque c'est dans les hôpitaux publics que ces corps aujourd'hui sont conservés. Il y a peut-être une enquête qui est en cours. Mais que l'enquête soit en cours, mais ça n'empêche pas aujourd'hui que les familles des personnes décédées puissent récupérer le corps de leur enfant. Je ne pense pas que le corps aujourd'hui des personnes décédées puisse servir l'enquête. Je ne pense pas. Surtout à 3 semaines. Vous voyez, il s'est passé un temps relativement long. Le chef de l'État, il est resté silencieux. Mais quand il y a... Vous savez, nous sommes Africains au-delà de tout. Et quand nous sommes confrontés à des événements nécrologiques, la première des choses, en tant que chef de l'État,
c'est de pouvoir prendre le parti de son peuple. Nous l'avons reproché à plusieurs reprises. Mais le chef de l'État, il est resté dans son mutisme. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons... Il s'est rattrapé dans ce discours. Il a manifesté la compassion du gouvernement, sa compassion personnelle. Il a regretté que des Béninois meurent sous l'instigation de ce qu'il a appelé des frustrations politiques. Et il a promis que cela n'arriverait plus jamais. Oui, nous espérons véritablement que ce soit un discours sincère, que ça n'arrivera plus. Parce que ce qui s'est arrivé, les Béninois qui sont tombés sous les balles, il faut le préciser, ils sont tombés sous les balles de qui? En tant que chef des armées, le président de la République, il a cette responsabilité. Et moi, ce que j'attendais de lui, c'est qu'il soit sincère en disant que des enquêtes seraient diligentées pour que... Que savez-vous? Peut-être que les enquêtes sont diligentées. Mais écoutez, ces enquêtes sont diligentées, mais il faut que le peuple le sache. Il ne suffit pas de dire que nous avons l'intention, nous regrettons, et que ce soit des regrets, des larmes de crocodile. Nous voulons aujourd'hui que le président il prenne de la hauteur, qu'il ne soit pas simplement pour ses courtisans, mais qu'il soit le président de tous les Béninois. Certes, il a une main tendue aujourd'hui au dialogue avec la classe politique. Mais de quelle classe politique? Parce que ce dialogue-là, nous l'avons entendu avant les élections. Mais il a été sourd. Nous avons aujourd'hui un président qui est arc-bouté dans ses réformes. Mais ces réformes-là, aujourd'hui, elles ont été manifestement décrié le 28 avril dernier, le jour des élections législatives. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même quasiment 73% des Béninois qui n'ont pas approuvé ces réformes durant les 3 derniers. Qui ont été d'aller voter. Mais non, ils n'ont pas tous été empêchés d'aller voter. Je ne suis pas d'accord, monsieur Paraiso, parce que la majeure partie des Béninois, on va dire que ceux qui n'ont pas pu aller voter, c'est une frange du nord du Bénin. Mais le sud, malheureusement, ils ne sont pas allés voter. Il faut avouer que le chiffre des 27%, corrélativement, ça correspond au suffrage exprimé lors des présidentielles de 2016. Où Patrice Talon, il avait eu au premier tour 23%. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont les partisans de Patrice Talon qui sont allés voter. Le reste, la majorité de la population béninoise aujourd'hui ne partage pas du tout les modalités de... aussi le président quand même d'avoir un socle aussi solide de 23% dans ce pays, non? Un socle peut-être, d'accord, mais vous savez, dans les pays comme les nôtres, c'est la majorité. Et surtout quand on est dans un État démocratique, c'est la majorité qui dirige et non la minorité. Vous parliez du dialogue proposé par le président qui disait que dans les semaines à venir, les jours à venir, il allait prendre l'initiative d'un dialogue franc, direct et sincère avec la classe politique. Est-ce que l'opposition... Vous faites partie de l'opposition, vous participerez à un tel dialogue. Mais dans quel cadre? Vous savez, il faut l'avouer, hein, nous n'avons pas plusieurs cadres institutionnels pour le dialogue. D'accord? Il y a l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle est caporalisée par les deux partis qui soutiennent le chef de l'État. Alors, quel cadre aujourd'hui institutionnel nous propose le chef de l'État et quel sera à l'issue justement de ce cadre-là, les résolutions qui pourront être tenues et qui pourront engager la vie de la société. Aujourd'hui, je pense que c'est un discours plutôt pour distraire l'opinion, ce que le chef de l'État a dit hier. Je ne le crois pas sincère, parce que le dialogue, ce n'est pas seulement quand il y a eu des morts. Le dialogue, il doit être permanent. Mais le président Patrice Talon, il s'est isolé depuis avril 2016. Et il faut le préciser, lors des 2 projets de révision constitutionnelle qui ont échoué, il s'est complètement muré aujourd'hui et il s'est braqué, ligué même, je dirais, contre les Béninois. Et c'est bien dommage pour l'avenir politique de ce pays. Ce n'est pas la position d'un homme qui est braqué que de dire que, et de demander au Parlement nouvellement élu dans votre pays que la charte des partis et du code électoral soit révisée. Alors, il faut préciser à nouveau. Non, mais il faut préciser quand même que la relecture de cette charte, elle émane, en tout cas, la précédente charte émane de la majorité présidentielle qui est encore au Parlement. Donc, vous redemandez aux mêmes personnes qui ont produit les lois de les relire ou de les réécrire. C'est pour moi une absurdité. Vous voyez, aujourd'hui, on observe qu'au sein même de cette, je vais dire, de ce parti unique, scindé en deux, on nous annonce qu'il y a une minorité parlementaire. Comment se fait-il qu'il peut y avoir une minorité au sein d'un même parti? C'est ridicule. Aujourd'hui, nous savons que nous n'avons pas de dialogue aujourd'hui à cette table avec le pouvoir tant que des élections ne seront pas inclusives. Malheureusement, le chef de l'État, il est arc-bouté parce qu'il veut diriger sans opposition, à l'image de ce qui se passe au Rwanda.
C'est ça aujourd'hui son modèle. C'est le Rwanda s'est développé, mais seulement que le Bénin n'a pas la même histoire que le Rwanda en matière politique, en matière culturelle, en matière sociologique, pour qu'on puisse dupliquer le modèle rwandais au Bénin. Manifestement, ça s'est senti. Et aujourd'hui, on voit au niveau des libertés individuelles. Excusez-moi de revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous n'avons pas la liberté de pouvoir s'exprimer. Les opposants aujourd'hui n'ont plus accès aux médias public, de l'audiovisuel. Et vous dites que ça, c'est un recul démocratique. On va conclure notre entretien. Qu'est-ce que vous pensez de l'appel de l'ex-premier ministre Lionel Zissou de créer quand même un dialogue national dans le pays? Mais je ne pense pas qu'il faut attendre des événements tragiques avant d'appeler au dialogue. Le dialogue, il faut qu'il soit permanent. D'accord. Ce dialogue-là, c'est pour que le pays soit géré dans la paix, dans la quiétude. Nous avons tous besoin d'échanger. C'est ça, là, le principe de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un seul son de cloche. Le chef de l'État ne doit pas écouter exclusivement que ses partisans. Nous avons aujourd'hui une majorité de Béninois qui se sentent exclus du débat national. Nous avons énormément, aujourd'hui, de nos compatriotes qui se plaignent d'être poursuivis, d'être pourchassés. Il y a un certain nombre qui ont fui, qui sont dans les pays voisins. Tout simplement parce qu'il y a une carence de ce débat-là. Et moi... Pourquoi fuient-ils? Mais ils fuient-ils parce qu'ils sont pourchassés. Ils sont pourchassés par la police politique. Je le dis. Vous êtes sérieux? Je suis vraiment très sérieux. Hier, il y a le journal Le Monde qui a sorti un article là-dessus. Amnesty International, qui est une ONG internationale qui sont en train de salir l'image de votre pays vous savez, nous n'avons un discours qui se radicalise de plus en plus. Nous n'avons aucun intérêt à salir l'image du pays. Nous n'avons aucun intérêt à salir l'image de Bénin. Bien au contraire, quand tout va bien, on le dit, mais quand tout va mal aussi, on le dit. Vous savez, les images où on a vu des militaires en pleine rue tirer sur des populations, ce n'est pas des militaires de l'opposition, c'est des militaires du pouvoir de Patrice Talon. Et nous déplorons cette situation. Et nous ne souhaitons plus voir ces images lugubres. Vous savez aussi qu'au niveau du nord du Bénin, au parc de la Pandjari, il y a eu des Français qui ont été kidnappés. Ce n'est pas nous qui avons changé la politique de gestion du parc de la Pandjari. C'est le pouvoir de Patrice Talon qui a décidé de confier la gestion de ce parc à un privé qui n'a pas les compétences en matière de lutte contre le terrorisme et justement lutte aussi contre tout type d'infractions qui peuvent entraîner ce genre de situation. Finalement, donc, Patrice Talon, il a commis tous les crimes du monde, c'est ça? Il n'a pas commis, et il faut avouer qu'il y a des choses qui se font. Malheureusement, on passe plus de temps à embastiller l'opposition et les opposants plutôt que de valoriser ce qui est fait au Bénin. Éric Adéchian, merci. C'est moi qui vous remercie. Membre de l'opposition béninoise et du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.